Good Morning Business, le grand entretien. Nous allons régler nos comptes avec tous ceux qui attaquent ou qui tuent nos enfants, nos citoyens. Chacun qui menace notre État est en danger. Mes chers concitoyens, ce sont des jours difficiles. Depuis l'attaque à Beyrouth, nous avons vu des menaces partout. Nous allons rester ensemble face à ces menaces. Israël va faire payer le prix cher à toute attaque envers elle, d'où qu'elle vienne. Vous venez d'entendre Benjamin Netanyahou, c'était hier soir, après l'élimination plutôt d'un commandant du Hezbollah à Beyrouth et du chef politique du Hamas à Téhéran. L'Iran qui va être forcé de réagir à l'élimination d'Ismaël Haniyeh sur son propre territoire, de quoi installer une tension maximale dans la région. Bonjour David Rigolet-Rose, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Au moment où on se parle et après ce qui s'est passé hier, la situation au Moyen-Orient, on peut dire que c'est une bombe à retardement? Ah oui, la situation est explosive, évidemment, compte tenu de ce qui vient de se passer. 2 éliminations ciblées et pas n'importe lesquelles. L'une à Beyrouth, c'est un des proches d'Hassan Nasrallah, c'était un chef militaire de ce qu'on appelle le Conseil du Djihad, donc c'est la branche, enfin c'est la supervision armée du Hezbollah, qui a été revendiquée, celle-là. Et puis l'autre à Téhéran, d'Ismaël Haniyeh, numéro 1 du Hamas, qui n'a pas été revendiquée. Et donc la distinction est importante parce qu'effectivement, dans le cas, il y avait une réponse attendue après la tragédie qui est survenue sur le Golan, avec la douzaine d'enfants qui ont été tués par un tir attribué au Hezbollah. Et donc la revendication contre un haut responsable du Hezbollah était logique. En revanche, effectivement, il y a le maintien d'une ambiguïté stratégique concernant l'élimination d'Ismaël Haniyeh, parce qu'elle a eu lieu sur le sol iranien, dans la capitale iranienne, à Téhéran, et même dans un lieu de résidence, normalement, des gardiens de la Révolution, qui est censé être très sécurisé. Et donc, les Israéliens ne souhaitent pas, évidemment, amplifier le risque d'un prétexte qui serait donné à l'Iran pour attaquer massivement, directement l'État hébreu. C'est un avertissement pour le Hamas, mais aussi une gifle à l'Iran, comme vous venez de le mentionner, David Rigolet-Rose. L'Iran qui a été incapable d'assurer donc hier sa défense aérienne. La crédibilité de la République islamique d'Iran, elle est remise en question. Ça sera certainement pas sans conséquence. Oui, ça peut pas être sans conséquence, justement, parce que, comme vous insistez sur l'affront, c'est même une humiliation, hein, une double humiliation, parce qu'en plus, l'Iran était l'hôte de délégations étrangères, notamment des groupes pro-iraniens, pour célébrer, entre guillemets, enfin en tout cas pour participer à l'investiture du nouveau président Pezeshkian qui vient d'être élu. Et donc, à double titre, c'est un affront qui doit être lavé d'une manière ou d'une autre, et qui le sera certainement, c'est ça qui inquiète tout le monde, qui ne sera pas seulement par le biais des mandataires, comme classiquement ça a été le cas les dernières années et les derniers mois. Il y a eu une rupture stratégique qui est intervenue le 14 avril, quand l'Iran a décidé d'intervenir directement en visant l'État hébreu avec plusieurs centaines de missiles et de drones. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée iranienne a considéré qu'il y avait un changement d'équation. Selon les termes de chef d'état-major des forces armées, Mohamed Hossein Bakéri, a dit à partir du 14 avril, il y a un changement d'équation parce que désormais, l'Iran peut prendre la décision de frapper directement et publiquement, effectivement, l'État hébreu, compte tenu du changement de paradigme qui s'est produit. Est-ce que cela va réactiver aussi le Hezbollah et les Houthis sur la mer Rouge, ou bien l'Iran va, comme vous semblez le dire, agir lui-même ? Les deux sont pas, les deux peuvent se concevoir de manière simultanée. Il semblerait que, d'après d'ailleurs des sources d'un article d'un journal américain relayant des informations en provenance de l'Iran, la décision aurait été prise par le guide suprême, effectivement, d'une opération ciblant, semble-t-il, des sites militaires en Israël même.
de manière coordonnée une préparation, effectivement une opération coordonnée avec les groupes des mandataires pro-iraniens, ce qu'on appelle les proxies, dont le Hezbollah, les Houthis, effectivement, que vous mentionnez, ou d'autres. Ça n'exclut pas non plus des ciblages ou de personnel israélien à l'étranger, voire de bâtiments israéliens à l'étranger. Il y a des précédents, comme l'attentat contre la résidence diplomatique à Buenos Aires et une association israélienne dans les années 90. Donc il y a une multitude de sites potentiels et ça explique d'ailleurs le discours du Premier ministre en disant que des jours difficiles attendaient le pays, parce qu'effectivement il y a une logique qui est à l'œuvre aujourd'hui qui pourrait se résumer par, d'une certaine manière, le principe de 1 pour 1, c'est la loi du talion qui est en train effectivement de se développer dans la région. Mais David Rigouleros, on entendait tout à l'heure sur BFM Business l'économiste Philippe Chalmin qui nous parlait du pétrole, qui nous disait que l'Iran a besoin d'exporter son pétrole et que le pouvoir de nuisance le plus important, il est donc dans les mains des Houthis. C'est une lecture de ce qui pourrait se passer. C'est déjà le cas, puisqu'il y a une perturbation des flux en mer Rouge qui est avérée. Alors officiellement, c'est en soutien, en solidarité avec le Hamas, effectivement, en visant des bateaux commerciaux, pétroliers ou vraquiers, avec une diminution drastique, puisqu'il y a un détournement en fait des flux de navigation par l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, qui rallonge d'une dizaine de jours et qui évidemment est plus coûteux. Il y a l'idée de faire pression, effectivement, potentiellement sur l'économie mondiale à partir du moment où ce serait systématisé. Ça explique d'ailleurs les actions, les opérations militaires menées par la marine américaine, parfois directement. Et puis on a à l'esprit la dernière opération israélienne qui avait fait le bombardement du port d'Hodeïda avec un incendie majeur, qui était un signalement stratégique de la part d'État hébreu. D'ailleurs, le ministre Yoav Gallant avait dit explicitement que c'était un feu qu'on pouvait voir dans tout le Moyen-Orient. Donc c'était un signal de ce que Israël était censé pouvoir faire, même très loin. Dans le nord d'Israël, les mesures de protection d'installation sont prises dans des sites sensibles comme les raffineries, des centrales électriques, des entreprises d'armement qui ont été renforcées, de même que les préparatifs des hôpitaux pour accueillir d'éventuels blessés. On voit là, à travers ces éléments, que la tension est quand même à un très très haut niveau. Elle est à un très haut niveau, mais vous évoquez l'hôpital. Il y a l'hôpital Rambam qui est à Haïfa, qui est déjà préparé depuis le mois de décembre. En réalité, c'est un immense parking qui a été aménagé en hôpital d'urgence, dans le cas où il y aurait effectivement le déclenchement d'une guerre ouverte avec notamment le Hezbollah. Et puis, il y a la question de la sécurisation des sites, alors civils et ou militaires. Et on sait que le Hezbollah avait fait voler un drone. Justement, il en avait fait un outil de communication sur les bases militaires israéliennes pour montrer une potentielle vulnérabilité en cas de déclenchement d'un conflit. Donc oui, il y a une tension extrême et puis la tension, elle se mesure aussi avec les vols de l'aviation civile qui ont été partiellement annulés, et notamment des grandes compagnies américaines, justement dans la perspective potentielle d'une déflagration. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir en urgence à la demande de l'Iran. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé d'une dangereuse escalade. On voit que le militaire, il prend complètement le pas sur le diplomatique. On a de plus en plus de mal à considérer l'aboutissement à un règlement politique et diplomatique. Oui, c'est le problème, mais c'est le problème depuis le début, de toute façon, parce qu'on est parti sur l'idée que le conflit ne déborderait pas Gaza. Et en réalité, il a déjà débordé. Alors certes, il a été contenu avec des pressions extrêmement fortes, notamment américaines, mais pas seulement. Et puis une rationalisation des acteurs qui, pour l'instant, ne veulent pas s'engager dans un engrenage incontrôlable. Mais on a vu avec ce qui s'est passé sur le Golan qu'un dérapage était possible. Un mauvais calcul, c'est ce qui semble avoir été le cas d'ailleurs, et que ce type de mauvais calcul peut ouvrir la porte effectivement à des processus incontrôlés. Dans le cas des logiques systémiques, c'est ce qui se passe, les paramètres sont censés être contrôlés par les acteurs, et puis parfois ils échappent à ces acteurs, et à ce moment-là, la situation devient très difficilement gérable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une logique belligène profonde, pour longtemps,
dans la région et que c'est malheureusement, on voit mal comment l'option diplomatique pourrait, à brève, sinon moyenne échéance, devenir pertinente. D'autant que c'est donc le négociateur du Hamas qui a été éliminé hier, ce qui veut dire que Netanyahou ne veut pas négocier, que les négociations qui étaient en cours sur la libération des 140 otages israéliens, là, elle repart à zéro. Oui, malheureusement, il n'y a plus 140 otages, il n'y en aurait que 111. Et encore, non confirmé pour le fait qu'ils soient vivants ou pas encore. Dans le cas de la problématique des otages, oui, il y a des critiques qui sont en train d'être formulées par le Forum des familles des otages, en dénonçant le timing, alors même qu'il y avait une lueur d'espoir qui avait commencé à surgir et qui avait été d'ailleurs formulée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui parlait du fait qu'on était proche de la ligne d'arrivée, même s'il y avait encore des obstacles à lever. Et donc, il n'y avait jamais eu autant d'espoir sur la finalisation possible d'un cessez-le-feu qui aurait donné lieu à une négociation concernant les otages. Donc, c'est un reproche qui va être fait effectivement au Premier ministre, parce que là, comme vous le soulignez, Ismaël Haniyeh était l'interlocuteur obligé des négociations. Il était à l'interface avec Yahya Sinwar dans l'enclave. Et donc, le fait d'avoir éliminé Ismaël Haniyeh, évidemment, constitue une lourde hypothèque sur la finalisation attendue. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter, analyser cette actualité. Chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.